qui cueille une première. En France, je parle en France, normalement tu n'as pas le droit de doubler un comédien à l'écran, tu n'as pas le droit de le doubler. Tu ne doubles que des étrangers, si c'est un film italien évidemment. Mais tous les films hard, même soft, d'abord les comédiens c'était plus ou moins, ils n'avaient pas la technique. Comme on tournait le film à l'italienne sans aucun son, il fallait qu'ils reprennent tout leur dialogue. Pour beaucoup, ils n'auraient pas été capables, ça aurait été très long, ça aurait été là. Et comme moi je venais du doublage, j'avais une équipe de doubleurs professionnels. Et qui étaient des amis, qui étaient devenus des amis. Avec certains, on jouait au poker, tout ça. Il y en a qui sont connus, il y en a qui sont décédés, mais il y en a qui sont connus. Il y avait les filles, il y avait les hommes. Et donc, je les doublais. Mais un jour, j'ai eu le syndicat français, Bernard Murat, du syndicat français des comédiens, des acteurs, le SFA, qui est descendu, j'étais dans un auditorium à Neuilly, je sais plus pourquoi, et il arrive sur le plateau, il dit hop, à l'écran ce sont des Français, vous n'avez pas le droit de doubler des Français, sauf, tu as le droit de doubler des cascadeurs. Et à ce moment-là, j'ai un assistant, je sais plus, c'était Didier ou je sais pas quoi, qui dit, mais ce sont des cascadeurs à l'écran. Ah oui, attends. Il est reparti. Bon, d'accord. Ceci dit, j'ai perdu une partie, 2-3 comédiens, 3, ça m'a ennuyé, parce que qui étaient des comédiens très professionnels, qui faisaient beaucoup de doublage et tout, qui bossaient avec moi. Ils étaient payés, mais ils bossaient pour se marrer. Parce que c'était des films de cul, parce que ça les faisait marrer, parce qu'on délirait toute la journée, ils pouvaient improviser s'ils voulaient, ils étaient tellement doués, c'était génial. Mais tu vois le truc, donc j'avais une équipe de base, ouais. Et j'en ai formé. Ce qui est drôle, c'est que j'ai formé je ne donnerai pas les noms, mais des filles, par exemple, qui démarraient le doublage et qui, par relation, j'ai dit, bon, bah viens, tu vas leur donner un petit rôle à doubler et tout. C'est devenu des grandes du doublage. Hein. Il y en a une, c'est devenu une grande du doublage. J'ai vu ça l'autre jour sur Facebook et tout, machin. Mais bon, voilà, c'était... Mais nous, on se marrait. Le doublage, c'était... Moi, en doublage, je laissais une grande liberté. Et moi-même, Jean-Pierre Armand, c'est moi qui le doublais, par exemple. Oh putain, Kong, parce qu'il est Jean-Pierre, il est de Marseille, mais j'ai comme pote sur Facebook, et c'est moi qui le doublais. Je le prenais, puis d'autres aussi, un autre, Dominique Sinclair, voilà. Mais on rigolait, on riait. Et sur les films de Franco, de Gess, Franco, aussi, c'était... sauf un, Howard Vernon, qui venait, alors là, Howard Vernon, il venait se doubler lui-même, enfin se post-synchroniser, puisqu'il était à l'écran. Quand tu es à l'écran, tu te post-synchronises, tu ne te doubles pas, tu te post-synchronises. En français et en anglais. Il était génial. Howard, il était drôle. C'était un type... vraiment formidable, très très sympa, déconneur aussi. Et comme je dis, l'histoire avec Jess Franco, autant au début, dans Les Démons, je recevais un scénario, autant petit à petit, je recevais 3 pages d'un film. Tu te rends compte, une copie muette en noir et blanc, pas de dialogue, tu sais pas ce qu'il se dit. Et comme je dis toujours, ça pouvait être des flashbacks, j'en sais rien, il n'y avait pas de trucage, il n'y avait rien. Donc il y avait des fois des choses, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? On ne comprenait pas. On improvisait et tout. Et Howard, des fois, il disait, mais Gérard, je ne reconnais pas mon caractère, là, mon rôle et tout, parce qu'on avait... on avait réinventé un peu une partie du scénar, parce que c'était... j'avais aucun point de repère, j'avais une histoire comme ça, 3 pages, une histoire, un synopsis, une page, voilà, il se passe ça. Parce que Franco, et quand tu regardes sa filmographie, il tournait jusqu'à 10 films par an, enfin je veux dire, c'était la folie, tu vois. Puis il en tournait en même temps. Parce que ce que j'ai appris après, c'est que, par exemple, si Donnel lui produisait un film, le compte en français du film,
Les Démons, c'est comme ça où j'ai eu, et d'autres. Lui, il tournait le film, et il avait une deuxième équipe, et il tournait un autre film en même temps, soi-disant qu'il produisait, mais c'était... par exemple, un jour, il y a un type qui m'a expliqué, par exemple, un train, d'un côté, il mettait une caméra avec des gens qui montaient dans le train et le train qui se barrait, et de l'autre côté, de l'autre côté du quai, il y avait un autre film. Il faisait un autre film avec toujours l'histoire d'un train. Enfin, c'était... donc, à un moment, il était débordé. Et comme Gilles était content qu'il y avait un petit loulou à Paris qui faisait toute la finition, moi, puisque je recevais en muet. Et puis j'en ai monté peut-être 2, 3 à l'image, ouais, aussi, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un truc, hein, c'était une histoire... Voilà. Alors, à part au Vernon, je parle des films de Franco, les autres, ils étaient tous doublés. J'avais une équipe de costauds, hein. J'avais Philippe Auguste qui est décédé, là, qui faisait des gros trucs, puis il pouvait délirer totalement. Moi, je leur disais, sur les scènes de cul, quand le comédien est off, on y va. C'est pas c'est chiant à la fin, tu vois. Donc c'est pour ça que Jean-Pierre Armand a dit oh, je vais lui faire reluire les molaires, tu parles de tout ça. Bah ouais, mais tout ça c'est du off, donc il s'éclatait. Et à un moment, dans Massiste contre les Amazones, on est sur le plateau de doublage. Et puis, là, ça, c'est Philippe Auguste qui me fait ça. Et puis, il fallait qu'on trouve un truc. Il y avait je ne sais plus ce que c'était, il y avait un signe de reconnaissance. Il y avait un signe de reconnaissance qu'il fallait que, ou Massiste, ou les autres, je ne sais plus lesquels, ou les Amazones devaient donner. Et moi, je n'avais pas trouvé. Et tout d'un coup, il y a mon fifi qui fait « couille du cul ». Je dis encore même. Eh ben, il l'a fait. En sifflant. Voilà, c'est des conneries. Mais on pouvait tout faire. J'ai monté des paillets, moi. Je crois que c'est sur un paillet. C'est pas sur un Franco, mais je crois que c'est sur un paillet. Je sais pas, je savais plus. Le personnage, on l'a fait en homo. Alors qu'il n'était pas homo. On l'a fait parler, façon homo, mais un peu exagérée. Ah ben alors, mon chéri et tout. Alors que pas du tout. On pouvait délirer. Parce que quelque part, ces films-là, personne n'avait... C'est maintenant où ils parlent de mes films. Enfin, maintenant, depuis 10 ans, ils parlent de mes films. Ah ouais, et tout. Mais à l'époque, les films sortaient en salle. Et puis voilà, et puis personne disait, ah, mais dites donc, là, vous avez fait ci, vous avez fait ça, comme sur un film traditionnel, c'est mieux. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Que des bons, que du bon. Donc moi, quand mon père arrête, je garde une salle de montage à CTM et tout. Je formais tous mes stagiaires, hein, ils sont devenus monteurs classe. Hein. Ça, je suis content. Mais je prenais des stagiaires et tout. Là. Et puis, donc, Denel, un jour, me dit Les Démons, 72, 73. Et en 74, à force de voir des films de Gess Franco, de Paillet, de machin et tout, j'ai quand même, bon... j'ai mes potes, j'avais 2 potes, dont un qui était photographe. Et on va faire un film et tout. Il nous fallait 500 000 francs. 500 000 francs, c'est-à-dire 80 000 €, quoi. Et on l'a fait, on n'avait jamais vu une caméra. Moi, j'avais jamais vu une caméra. Et pire, j'avais jamais monté de film, j'avais monté du son. Ça oui, mais j'avais jamais monté de film. J'avais été assistant monteur, mais un assistant monteur, il monte pas. Il reprend les marques du chef monteur, puis il colle sur la table, sur la synchro. Terminé. Et mes copains, ils disent, ouais, on va faire un film, parce qu'il y a eu Emmanuel qui est sorti, qui cartonnait, et le chef-op d'Emmanuel, c'est un copain à nous. On dit, on va en faire un, l'histoire d'un mannequin, l'amour à la bouche, un soft. Et puis on connaissait énormément de monde, donc on nous a prêté un château, le château, on nous l'a prêté, des délires, on a pris des risques énormes, mais on y est arrivé. On a trouvé l'argent. Ils étaient 2 ou 3 à vouloir nous produire. Bon, il n'a pas fait Emmanuel. On l'a vendu quand même. Et
le producteur, on avait monté une production à la personne, et après je suis retourné, donc et au départ je voulais pas le monter le film, hein, c'était un film soft, hein, et puis parce que j'avais jamais monté de film, donc j'ai failli dire à mes associés, oh je suis malade, je peux pas le monter, mon frère était monteur, mon grand frère, oh puis j'ai dit non je le fais, allez hop, donc je l'ai monté moi-même, pas de marque, je montais moi-même, je faisais, bref. Et après, je suis revenu à la post-synchro, au doublage, au son, à tout ça. Et un jour, en 75, ça c'était 73-74, j'ai parlé la mort à la bouche, il y a Claude Mulot qui arrive et qui me dit « Ah, je vais faire un film, Gérard. » Il me connaissait à travers son épouse qui était comédienne de doublage, Martine Messager, la sœur de Michel Barny, Michel Barny. Il me dit, ouais, je sais que tu fais tout, l'image, le son et tout. Je vais faire un film qui s'appelle Le sexe qui parle. Est-ce que tu... Bon, ouais. Et c'est là que j'ai vu mes premiers rushs hard. J'avais jamais fait de hard. Attends. Parce que même Franco, les films de Franco sur lesquels j'ai travaillé, c'est soft. Hein. Soft poussé, mais pas hard. Et là, je me souviens, j'avais pas une stagiaire qui m'avait été recommandée par le père d'une amie. Elle était en replissé bleu marine et tout. Oh, Gérard, on va pas faire ça. Ben, on a fait le sexe qui parle et on s'est bien marré à faire le sexe qui parle. Et je peux dire que le son du sexe qui parle, on s'est bien marré en plus. Bien marré. Et du coup, j'ai fait le sexe qui parle. Après, j'ai fait 774-75. Après, j'ai fait les hôtesses du sexe, Shocking, machin et tout. Puis un jour, en 76, fin 76, j'ai dit, mais je vais en faire un, moi. Marde. Et on a fait, alors là, ça s'est passé en 1930, machin et tout. Tu vois, les risques qu'on prenait. 1930, le décor, machin et tout, c'était Indécence 1930. Les souvenirs d'une bonne, comme on disait à l'époque, la bonne, la technicienne de surface, en même temps. Et on a tourné ça chez Séguéla, parce que moi je connaissais beaucoup de gens de la pub et tout, et Séguéla, j'étais parti, tiens, un jour, au mois d'août d'ici, en 78, il lançait Port-Barcarès. Et je suis parti, les producteurs, c'était mes amis avec qui j'avais fait L'amour à la bouche, qui avaient une boîte d'audiovisuel à l'époque, on disait. Et j'ai réalisé un film sur Port-Barcarès, le lancement de Port-Barcarès. Donc Séguéla était content. Et puis il quittait un appartement au coin de l'avenue Paul Doumer et du Trocadéro, au dernier étage et tout. Mais il a fallu le meubler, mais le décor est magnifique. Et j'ai trouvé une fille, la nièce de Bernardin, du Crazy Horse, qui m'a dit, bon, Gérard, elle a été... Je lui ai dit, voilà, j'ai 30 000 francs, j'ai 5 000 euros pour la déco. Elle a été dans les salles de vente, acheter des trucs et des machins pour fignoler le truc. Plus chez moi, j'avais des trucs. Et on a fait le film comme ça. Chef Hop, de L'amour à la bouche, un grand Renon, Jean-Jacques Renon, qui était, je peux le dire, qui était un piccolo total, donc qui venait du cinéma traditionnel, mais plus personne n'en voulait. Parce qu'à 5 heures de l'après-midi, il était complètement pété, mais c'était un génie. Un génie. Parce que, attends, sur les films traditionnels, ils avaient 60, 80, 100 kilos de lumière, avec le camion, là, le machin, là. Moi, j'avais 11 branches au compteur. On avait 12 kilos, 15 kilos. Et on jouait sur les basses et les hautes lumières. On prenait des lampes survoltées pour créer des ambiances, des atmosphères. Et en plus, les mecs comme Alban et tout ça, ils étaient ravis d'interpréter des vrais personnages. Alban, tu lui demandes, tout d'un coup, j'arrive avec un personnage, il a un personnage à interpréter, vraiment. Pas simplement c'était pas simplement une queue, quoi. Il avait des dialogues, il avait un personnage à défendre. Alban, il y avait Brigitte Lahaie dedans aussi. Puis alors Brigitte Lahaie, elle débarque là-haut avec 2 Danois. Dans un appartement de tournage. Elle adorait les chiens. Alors, j'ai dit, non, attends, 2 Danois. Tu vois les balaises que c'était. Mais voilà, il y avait Aude Lecoq, il y avait un grand qui est mort, comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, celui de l'accordéoniste, là, Jacques Gatteau. Mais c'est des mecs, Jacques Gatteau aussi. Il était un peu régisseur dans un théâtre et tout. Il avait ce personnage d'aveugle à interpréter avec l'accordéon et tout. Ça l'a branché comme un malade.
comme un malade. Et voilà quoi. Donc c'est venu comme ça, puis il a tellement marché qu'après, Francis Mishkin, parce qu'au début, Francis dit bon, t'as jamais fait de film comme ça, mais bon, comme il m'avait vu monter les films et tout, et après j'ai fait, voilà. Et je me suis associé avec Wilfried Dodd, où là, on avait. Les Allemands, à un moment, nous ont pris, parce que mes films marchaient tellement en Allemagne, que Beate Huse, qui était une énorme boîte allemande, Beate Huse, la mère était pilote de chasseur Stuka. Elle avait perdu une jambe et tout, mais après la guerre, elle avait monté une énorme boîte. Ça, les Allemands, ils savaient faire, de sexe, de tout, avec des sex rooms, des machins, des trucs dans tous les sens. Et un jour, ils m'ont contacté, parce que moi, je bossais avec une boîte de production allemande, qui nous achetait le film, mais ça marchait tellement en Allemagne, hop, ils nous ont pris en exclusivité, production-réalisation. Boum. Et c'est là où j'ai tourné à New York. J'ai pu aller tourner à New York avec des Américaines et tout. Beate Huse, c'était une boîte énorme. C'est des aventures, ça, tu vois. À Saint-Tropez, j'aurais dit, moi, je veux tourner à Saint-Tropez. Que Saint-Tropez, ça résonne dans le monde entier. Dans la chaleur de Saint-Tropez. Attention, fillette. Bon, voilà. Voilà, donc, et j'ai continué, puis, mais je savais que, moi, tous les films, je les écrivais, hein, les plans étaient détaillés, hein, et ce qui se passait dans le plan, c'est écrit. Et c'était dans vue de faire autre chose. J'ai fait de la pub aussi, j'ai fait de la pub, avec Maïté, Bonux. Moi, Maïté, je suis une dure à cuire. Sur la qualité, on ne la fait pas. Alors je compare, je tâte, et ma recette, c'est le nouveau Bonux. Je faisais des trucs dans les années 80, 81. J'ai fini en 82 de faire des films d'amour, mais en 80, ouais, j'ai fait Café Grand-Mère, j'ai fait des trucs comme ça. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait films, ce qu'on appelait à l'époque films industriels. Maintenant, c'est films institutionnels, mais à l'époque, on disait des films industriels. Pour le lancement du loto. Ça devait être en 78, 77, 78. Je fais des trucs comme ça, pour les pharmaciens conseils. Et donc j'étais très éclectique, moi. Voilà ma carrière, éclectique. Le tournage se passait très bien parce que il y avait une bonne ambiance. Moi, j'ai toujours voulu une bonne ambiance. C'est-à-dire que je m'étais débrouillé pour avoir une équipe de base, toujours la même. Pratiquement, il y a le chef électro de temps en temps qui pouvait changer, mais parce qu'il était pris, mais hop, c'était un autre. Et j'étais fidèle. Mes chefs op, bon, il y a eu Renon, puis après il y a eu Gérard Loubeau, c'est tout, 2 chefs op, j'ai bossé. J'avais une équipe d'assistants, et on préparait les films. J'avais un bureau aux Champs-Élysées, rue Lincoln. Et on préparait les films. Moi, on se réunissait. Je réunissais les premiers. Le premier, j'ai eu quand même Pitoff, hein, comme premier. Pitoff, celui qui a fait... merde, enfin, il a tourné aux États-Unis après et tout. C'est pas rien. Hein. Et on se réunissait. Et puis on parlait du film qu'on allait faire, du scénario. Chacun pouvait amener des idées. Déjà, et comme mon premier film Partie fine avait marché, avait cartonné, les acteurs, ils avaient confiance en moi. Donc, et puis on avait une façon de fonctionner aussi, on n'imposait rien. Moi le matin j'arrivais au maquillage, elles avaient leur plan de travail, hein. Pitoff il faisait les plans de travail, elles savaient les scènes qu'elles avaient à tourner avec le scénario. Bon, t'auras ça à faire, ça te va. En général, les scènes hard, on les faisait l'après-midi ou en fin d'après-midi, tu vois. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ennuie ou pas? Tu vois, je veux dire, c'était vraiment... Alors, avec une Américaine, un jour, j'ai eu un problème. Parce que ça, c'est les Allemands qui m'envoyaient des comédiennes américaines. Lisa Deleu. Je suis dans le château Félix Potin. Félix Potin, ils m'avaient loué leur château, dis donc. Et elle est là, Lisa Deleu, et elle doit s'occuper de 3 mecs. Et dedans, il y avait Bastaro, un nain noir, que j'ai comme ami sur Facebook.
Et elle vient me voir, elle me dit, ah, Kiko, moi je tourne pas avec lui. Je dis, pourquoi? Parce qu'il est nain? Non, parce qu'il est noir. Alors j'ai expliqué à Bastaro, bon, il a compris, puis il a... Mais sinon, non, il n'y avait pas de... Il y avait... moi je forçais rien. Et puis c'était pas comme maintenant où elles étaient défoncées de partout. Moi les doubles pénétrations, j'en ai fait très peu. Si tu regardes mes films, j'en ai fait très peu. Très très peu, c'était pour mon truc. Moi mon truc c'était la baise, avec On parle, ou alors les introductions d'objets, ou par exemple, avec Sophie Duflo, un jour j'avais repéré un décor, puis je vois l'aspirateur, je dis tiens, on va improviser la scène de l'aspirateur, je dis, mais moi, dans ma tête, elle le mettait pas en route, tu vois, et puis j'aurais mis le son après, tu vois. Je dis si, mais en route, tu vas voir, j'ai joué avec mes seins et tout, machin. C'est elle qui a voulu, tu vois. J'ai pas dit, jamais. Jamais j'ai eu à gueuler sur un tournage ou quoi que ce soit. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à mon époque, les sodomies, pratiquement aucune comédienne ne faisait de sodomie. Aucune. Il y en avait une. C'était Mika Bartel. Elle aimait ça. Sinon, les autres, soit Brigitte Lahaie, Marilyn Jess, les autres, il y avait un couple spécialisé dans la sodomie. C'est-à-dire, ils venaient, tu prenais vers 5h de l'après-midi, le couple venait, ils enfilaient les fringues des comédiens, parce que là aussi, moi, pourquoi maintenant les scènes de cul maintenant, en 20 secondes après, ils sont complètement à poil, non? Moi, le mec, s'il baisse dans son bureau, il baisse son froc, il reste habillé, tu vois, avec la chemise et tout, Alban pousse la chemise qu'on voit et tout, c'est ça. Et donc, ils enfilaient les fringues des comédiens pour les gros plans, les raccords gros plans. C'est un couple que j'ai fait tourner dans un de mes derniers films, d'ailleurs, parce que je dis quand même, je vais faire tourner. Mais ils ne faisaient que pour la sodomie. Et elle disait, ouais, je jouais bien, mais qu'avec mon mari. Ils touchaient un cachet, hein, ils avaient leur cachet et tout, fiche de paye. Il n'y avait pas marqué sodomie. Voilà, en gros, donc ça se passait bien. Et puis mon chef-op, Jean-Jacques Renon, le vieux chef-op, un peu piccolo, même très piccolo, il est mort de ça, mais il me disait, Gérard, pas de bouffe, pas de film. Et il avait raison. Il y a un respect avec des gens, tu vois. C'est pas leur filer des casse-dalles, des sandwichs comme ça. Je me démerdais pas aller au restaurant, parce que ça prenait trop de temps à midi, mais j'avais toujours quelqu'un qui avait préparé de la vraie bouffe. Tu vois? Respect un peu. Pas, allez hop, prends-toi un casse-dalle et puis fais pas chier. Non, non. Et c'est Jean-Jacques qui m'avait dit, alors, pas de bouffe, pas de film. Il avait raison. Et puis on évitait l'alcool trop, parce que quand j'ai tourné avec les Américains, c'est des films traditionnels, l'alcool était interdit sur les plateaux. Pas d'alcool à midi, rien. Nous, il y avait un tout petit peu, mais je voulais pas qu'il y en ait trop, parce que après ça pouvait... Alors il y avait Jean-Jacques qui avait son truc là-bas, il arrivait comme le monsieur Nicolas avec 6 bouteilles de pinard. Oh, mais il était génial, en lumière, il était génial. Oui, alors à l'époque, en fait, le groupe de comédiens et comédiennes ardeurs et ardeuses était très réduit. Hein. Ils étaient, moi quand j'ai démarré en 77, ils étaient 25-30 maximum. Ils n'étaient pas 350. Et de temps en temps, tu avais une nouvelle qui arrivait. Moi j'ai vu débarquer une nouvelle, Cathy Ménard, et puis par exemple, Brigitte Lahaie, c'est Alban qui l'avait amenée, mais ça je la connaissais. Mais en fait, ils avaient des rapports toujours les mêmes entre eux, hein. C'est pour ça que ça ne gênait pas. Ils baisaient entre eux, puisque d'un film à l'autre, ils se retrouvaient pratiquement. Ils se retrouvaient. Parce que c'était un milieu très fermé. Parce que pas tout le monde voulait se retrouver devant une caméra, en train de faire l'amour, faire une fellation, et ainsi de suite, tu vois. Et donc, c'était spécial. Et après, avec la vidéo, ça a complètement explosé. Mais tant que c'était en cinéma 35, c'était toujours les mêmes. Moi, j'ai tourné avec Alban, Marilyn Jess, Cathy Ménard, enfin, je veux dire, ils reviennent dans un film, pas toujours dans tous les films, mais
Et moi, je les choisissais en fonction du personnage à interpréter. Et on écrivait le scénar aussi en fonction du personnage à interpréter. S'il y a un mec qui avait une tête un peu comme ça, on ne le mettait pas président directeur général, tu vois. Il fallait quand même avoir un certain bon sens. Le mieux, c'était Alban. Alban, il pouvait tout faire. Il m'a fait un architecte, il m'a fait un voyou, il pouvait tout faire. Mais il aimait ça. Alban, il aimait interpréter des personnages. Interpréter des personnages, il adorait ça. Et il y a des comédiens, et d'autres, ou des comédiennes. La petite Marilyn Jess, elle était géniale. Elle, j'appelais mon petit panda parce qu'elle se marrait tout le temps, elle foutait la... Bonne ambiance, tiens, bonne ambiance. Et puis, par exemple, mon cadreur, chef-op, cadreur, c'est-à-dire lumière, machin et tout, au lieu de dire à une hardeuse, écarte les cuisses, non, c'était mets-toi plein phare. Tu vois, je veux dire, il y avait des trucs comme ça. C'est plus sympa. Il dit bon, bah, t'écartes les cuisses. Non, allez, plein phare. C'était. Voilà. Faire un 69, c'était bon, on va te faire un 69. Non, tu fais un barbe-cheveux. Hein. On fait un barbe-cheveux. Bon, voilà, c'est. Entre autres, hein. Et pendant les scènes, comme je tournais sans le son, à l'italienne, pendant les scènes d'amour, je pouvais y aller, hein. Allez, vas-y, je dirigeais. Fais ça et tout, toc, je donne de la joue. Et oui, je dirigeais. J'ai laissé, une fois ou deux, j'en ai laissé, parce que quand ils se rencontraient pour la première fois, quand c'est Alban avec Sophie Duflo, il l'avait jamais, c'était une nouvelle, il l'avait jamais rencontrée. Alors là, j'ai rien dit, parce que j'ai vu les narines d'Alban qui sont devenues blanches. Il a commencé à ramoner et tout, mais artillé comme un malade. Mais c'est parce qu'il ne l'avait jamais eu entre ses bras. Mais sinon, il se connaissait tellement que bon... Voilà, et puis... Non, il y avait une bonne ambiance. Et puis moi, à tel point que moi j'ai eu des filles qui m'ont dit « Gérard, tu me prends sur le prochain, tu me prends sur le prochain, tu me prends sur le prochain. Hein. » Tu vois, elle demandait parce qu'elle se marrait, parce que c'était comme ça. Voilà. Bah oui, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la loi X. En 75, il y a eu la loi X, mais on l'a contournée parce qu'on présentait à la censure, mais il y avait une hypocrisie parce que tout le monde le savait. Parce que les films, ils faisaient. Moi, Francis Mishkin, FFCM, qui était distributeur, il avait aussi une salle de cinéma, mais il avait les trois salles, la rue de Berry, je ne sais plus quoi, près des Champs-Élysées. Il disait Gérard, en 79, j'ai fait plus d'entrées que la Gaumont avec ces films-là. Parce qu'il y avait un paquet de films, c'est évident. Mais donc, bien sûr, ça a été un truc. Et là, dans une ville de moyenne importance de 20 000 habitants, 30 000 habitants, hein, il passait la gifle, je prends un exemple, la gifle avec machin, truc, la mère, machin, enfin bref. Et le soir, à 11h, il y avait l'hôtesse à pot de culotte. Qu'est-ce qu'il faisait, le projectionniste? Il allait dans les cafés, il dit hey, « Ce soir, hein, il y a l'hôtesse qui a pas de culotte, hein, à 11h ou à minuit. » Alors la gifle, ça faisait 80 entrées, 100 entrées, 150 entrées, que l'autre, il bourrait, il faisait 600 entrées. Ah ouais. Ah ouais. C'était... non, il y avait... parce qu'ils évitaient de mettre... Excuse-moi. Gérard qui cogne une quatrième. Oui, ils évitaient c'était les salles, elles annonçaient pas par affiche qu'il y allait y avoir un film X, soi-disant. Ou interdit au moins de 18 ans, parce qu'on se faisait interdire au moins de 18 ans. Voilà, donc ça cartonnait. Hein. Ah oui, ça a changé. Hein. Alors moi. Ça s'est passé de la façon suivante. Sous Giscard, on a pu truquer par rapport à la censure. On présentait à la censure une version interdite au moins de 18 ans. Et après, en salle, sortait la version. Et ça se savait.
Et ça a marché, ça, en 75, 76, 77. Et en 81, quand Mitterrand arrive, c'est Gouze Rénal, qui était productrice et tout, et qui est contactée par la Gaumont, les grosses boîtes du GC et tout, qui disent on en a marre, ces producteurs de merde, là, ils truquent et tout, machin, et nous, ils nous prennent de l'oseille, quoi, parce que c'est vrai que les gens, ils n'ont pas toujours les moyens d'aller voir 2 films ou 3 films dans la journée. Et Gouze Rénal, c'était la belle-sœur de Mitterrand. Et donc, elle en a parlé à Mitterrand à un dîner, et Mitterrand a appelé Jack Lang. On dit que c'est Jack Lang, mais Jack Lang, lui, il obéit au président, et ils ont envoyé les flics dans les salles. Mais parce qu'il y a eu une réaction des gros groupes qui étaient, je te dis, en 79, Michkin, FFCM, ils faisaient plus d'entrées que la Gaumont réunis. Ça leur prend... oui, et oui. Ça leur faisait de l'ombre. Ce cinéma-là, dans les salles de cinéma, leur faisait de l'ombre aux grands groupes. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ah ouais. Mais bon... Et donc, du coup, Jack Lang et les flics sont descendus. Et là, c'est pour ça, moi, j'ai arrêté, parce que la loi X, c'était une loi financière. C'est une loi financière. Parce que s'il y avait la TVA à 30%, il y avait... et normalement, tout producteur avait un compte au centre du cinéma. C'est-à-dire que sur chaque place, tu as 12%. Quand maintenant, tu as 12% de la place qui va au centre sur le compte du producteur, qui n'a pas le droit de le prendre, mais qui peut s'en servir pour faire un autre film ou finir de payer le film. Or, sur nos films, quand il y a eu les flics et tout ça, machin, tout ça c'est barricadé, ils ont continué à envoyer les 12% sur les films X au centre du cinéma, les salles, et au centre du cinéma, ils refinançaient des courts-métrages ou des machins, ou sur des films traditionnels, les avances. Et c'est pour ça qu'un jour, Alban a dit « Mais le cinéma traditionnel a un peu le goût de ma bite. » Et ouais. Parce qu'à l'époque, quand il se faisait, il y avait le cinéma, on était en 35, il y avait le cinéma dit traditionnel. Et le cinéma dit traditionnel, avec celui qu'on connaît, quoi, avec les comédiens, machin et tout. Et nous, c'est vrai que c'était un peu fait de bric et de broc. Moi, je me servais du manque de moyens pour être créatif. Ça, oui. Ce manque de moyens, j'ai essayé de le mettre au service d'une création, parce que... Puis on prenait des risques. Hein. Dans des tournages, on n'avait pas les autorisations de tourner dans la rue ou des trucs comme ça. On tournait quand même. Hein. Moi, j'ai tourné dans un train, Paris-Angers, Angers-Paris. C'est dans le là. Si on se fait piquer avec un faux contrôleur, un copain qui s'était mis en contrôleur pour... des assistants à chaque bout du couloir, à l'époque il y avait un couloir, pour nous prévenir quand les vrais contrôleurs allaient arriver, parce que s'ils nous voient tourner, qu'on n'a pas l'autorisation, ils prenaient tout le matériel, les caméras et tout. C'était caméra 35, ça avait de la valeur. Alors pourquoi maintenant parce qu'il y a des gens petit à petit qui se sont penchés là-dessus. Il y a eu la vidéo. Ils se sont rendus compte que la vidéo, c'était très souvent de la merde. Enfin, de la merde. C'était... Parce qu'en 35, c'est ce que je dis, moi j'avais 7 000 mètres de péloche. Sur un film traditionnel, tu avais entre 30 000 mètres et 100 000 mètres. Nous, on tournait avec 7 000 mètres, une version hard, une version soft, et même de la censure, parce qu'on truquait avec la censure. Et donc, on faisait très attention, on était très... vraiment... Mais quand la vidéo est arrivée, eh ben, allez, vas-y, ça coûtait pas un rond. Allez, vas-y, ouais. Alors, zoom avant, zoom arrière. Puis petit à petit, il y a eu les gonzo, et petit à petit... Tout ça, c'est... Nous, à l'époque, c'était plus ou moins bien, mais il y avait des scénarios. Moi, j'avais des scénars, j'ai mes scénars, moi. Et en plus, moi, comme je venais de la technique, je découpais, moi. Tous mes plans, ils sont écrits. 80% des plans de mes films que tu vois à l'écran, ils sont écrits, ils sont décrits. Timing, tout. Place de la caméra, déplacement des comédiens. Un découpage, c'est comme quand tu écris une symphonie, tu vois, je veux dire. C'est déplacement des comédiens, placement des objets, les amorces, combien de temps. La séquence temps, elle fera tant de minutes. On en est à tant de temps dans le film, pour la version hard et la version soft. Parce qu'on tournait en 2 versions, parce que les versions hard, je les vendais
on vendait l'Allemagne, j'ai même coproduit avec l'Allemagne, les États-Unis, pratiquement rien, et puis peut-être les pays du Nord, qu'en soft, on vendait 30 pays. Mais donc, petit à petit, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un charme dans ces films-là, quoi, qui n'a pas été capté. Puis les films dits de cul. Après, ça a été validé. L'intérêt d'Internet, c'est que ça a validé ce genre-là. C'est-à-dire, moi, il y a une dizaine d'années, maintenant, un jour, je suis dans un grand mariage en Corse, à côté d'Ajaccio. Truc, 300 personnes, machin, poète. C'est la fille du maire, bref, enfin, blablabla. Et on me dit, Gérard, il y a des gens qui veulent te parler. Bon, ah bon, ouais. Un couple, 40 ans. Vous êtes Gérard Kikoïne? Et je dis, bah oui. À chaque fois, quand on me dit ça, j'ai l'impression que c'est une caméra cachée, parce que je me dis, ça sont tellement énormes. Quand on va dire ça à nos copains, qu'on vous a vus et tout, là, vous savez, des fois, on se dit même, oh, tu nous fais du Kikoïne, même. Tu vois, je veux dire, ça, c'est il y a 10 ans, donc c'était validé. Alors que ça aurait été 20 ans avant, ils n'auraient jamais dit qu'ils regardaient mes films et qu'ils étaient fans de mes films, ou d'autres films. Hein. Voilà, il y a eu... regarde, quand tu prends le... Moi, je suis monteur du Sexe qui parle, par exemple. Sexe qui parle, c'est énorme. Mais au départ, pendant des années, il est resté dans le... Mais il a marché, hein, aux États-Unis, partout. Pussy Talk, machin et tout. Et maintenant, il est considéré comme un film culte. Sexe qui parle, c'était un truc, ça, tiens. Avec Frédéric Lansac, Claude Mulot. Voilà, donc c'est la vidéo qui a fait que, petit à petit, et comme en vidéo, faut pas déconner, c'est vraiment, c'est vraiment n'importe quel loulou après, hop, il prenait une caméra. Maintenant, c'est des appareils photo, quoi. Mais il prenait une caméra. Allez, vas-y. Bon. Alors, c'était, comme je dis toujours, c'est le marchand de pizza qui arrivait. Toc, 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 vous avez commandé une pizza. Ah, j'ai pas de quoi vous payer. C'est pas grave. Bah, faites-moi, si vous me faites une fellation, vous me sucez. Il y avait pas. Moi, tu prends mes films, je suis désolé, il y a des intentions. Elles sont ce qu'elles sont, hein. Restons simples. Mais moi, dans mes films, j'ai l'intention. Dans Bourgeoise et pute, tourné octobre à Paris. Hein. Mais c'est le distributeur qui changeait les titres. Moi, pourquoi je l'appelais Octobre à Paris? Parce que je l'ai tourné au mois d'octobre. Et donc, et puis pour la censure, il ne fallait pas des titres trop agressifs. Alors, il passait à la censure sous le titre Octobre à Paris. Toc. Et après, le distributeur, Francis Michkin, entre autres, il me faisait signer un papier comme j'étais auteur-réalisateur, comme quoi il allait l'appeler. J'acceptais qu'il l'appelle Bourgeoise et pute. Et au CNC, il y a Octobre à Paris devient, numéro 10 attend, devient Bourgeoise et pute. C'était, voilà, c'était tout un... Mais bon, on était dans un ghetto au départ, et puis ben, le ghetto s'est ouvert, voilà. Ça s'est ouvert grâce à la vidéo, qui est merdique, je trouve moi personnellement, mais justement nos films font... ah ouais, c'est quand même autre chose. C'est autre chose. Tu prends le Sexe qui parle, tu prends certains de mes films, peut-être pas tous, mais il y a une intention. Il y a une intention. Moi, nous, on faisait du cinéma, c'était mieux. On était en 1935, les films sortaient en salle de cinéma, et comme m'avait dit Claude, il m'avait dit, mais Gérard, à partir du moment où tu as une caméra, de la péloche, des techniciens, c'est crayon papier, c'est complètement con de pas... Alors il y avait ceux qui tournaient un peu à la va-vite, ils tournaient 3 jours, ils n'avaient pas de moyens, ils tournaient même en 35. Mais bon, moi, pourtant j'étais producteur, je voulais gagner moins d'argent, mais au lieu de tourner 3 jours, je tournais 8 jours. Pour avoir Donc 8 jours, tout le monde était payé en fiche de paye et tout, hein. C'était pas au black. Mais il y avait un rendu. Mais le premier film que j'ai fait, Partie fine, Indécence 1930, il avait quand même fait 200 000 entrées à Paris. Hein. Ou en France, je ne sais plus. Enfin bref, 200 000 entrées. Et moi, l'ensemble de mes films,
j'en ai fait 21 ou 22, de 77 comme réalisateur à 82, début 82, ils ont fait 4 millions d'entrées en France, les 22 films. 4 millions. Pas mal. Voilà. Vous avez un réalisateur qui a fait 4 millions d'entrées. Moi j'ai reçu des influences assez jeunes. D'abord, le truc, j'avais 17-18 ans, ça je le dis toujours, au cinéma qui était en haut de l'avenue de la Grande Armée, qui s'appelait le Bonaparte, je crois, ou Napoléon, le Bonaparte. Un jour, je sors chez une copine qui habite dans le coin, puis je vois Aime le maudit. Je dis, tiens, ça doit être bien, ça. Et là, je tombe sur un film en noir et blanc. Jack Lang, machin. Pas Jack Lang. Lang, tout court. C'est quoi son prénom déjà? Hein? Fritz Lang, merci, c'est là, Jack Lang. Fritz Lang. Et pendant toute une semaine, ils ont passé les films de Murnau, Le Dernier des Hommes, ils ont passé Le Cabinet du docteur Caligari, Wiener. Et tous les soirs, j'y suis allé. C'est film expressionniste allemand, là, j'étais. Métropolis. Plein la gueule. Et puis, après, j'ai reçu... ça, c'est un truc qui m'a marqué. Après, grand film pour moi, entre autres. Hein, je parle au niveau de la technique, des trucs. Hein, c'est Citizen Kane. C'est grandiose. Comme je dis, dans Citizen Kane, la fin est dans le commencement. La fin est dans le commencement. C'est-à-dire, c'est Rosebud, quand il meurt, c'est le tout début du film. Tu le retrouves à la fin. Tu l'as vu, le film? La fin est dans le commencement. Il est génial. Et puis, techniquement, il est génial avec des focales larges, des trucs comme ça. Ça, j'ai appris techniquement. Et puis, je fais partie de la génération de Easy Rider, des films comme ça, quoi. Tu vois, je veux dire, des films... comment il s'appelle, le film de... Enfin, bref... les années 60 ont été chez les Américains, parce que les Américains, un film comme Easy Rider, c'était un petit budget, c'était ça changeait complètement. C'était tout d'un coup, ça t'ouvrait la tête, ça t'ouvrait l'esprit complètement. Duel. Ah ouais. Duel, c'était un truc, un camion qui poursuit une voiture, tu vois, je veux dire. Faut le faire. C'est quoi le film que vous voulez faire? C'est un camion qui poursuit une voiture. Eh bien, il a réussi à le produire. Mais au départ, c'était un film pour la télé, Duel. C'est un film de télévision. Et ça a tellement cartonné qu'ils ont retourné. Il faisait 52 minutes. Ils ont retourné 20 minutes ou 25 minutes pour en faire un film de cinéma. T'imagines? Comme quoi, les producteurs sont pas toujours... Voilà, Duel, Easy Rider... Morgan, un film qui s'appelle Morgan, mais ça, faut voir. T'es gros délire, Morgan, c'est un truc... voilà, j'ai reçu... Mais mes grandes... Et puis, j'avais bossé avec Arrabal, Viva la Muerte, des films comme ça, tu vois, ça en post-synchro. Version française, version anglaise surtout, avec Arrabal qui était là. T'es là, tu te dis... Bon, voilà, mais c'était les années 60, ah ouais, beaucoup. Pour la technique, c'est l'expressionnisme allemand, moi, qui me... Et puis Citizen Kane, faut le voir. Hein. Alors, il y en a qui critiquent, mais attends, c'est magique. C'est magique. Voilà, en gros, mes influences. Duel, Easy Rider, des trucs, entre autres, hein, il y en a plein d'autres, mais il y a eu... Alors il y a des films qui m'ont plu, mais qui ne m'ont pas influencé obligatoirement. Kubrick, par exemple, j'adore Kubrick, sauf son dernier film. Son dernier film, je trouve le titre génial, Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés, ça c'est génial. Mais le film par lui-même, mais tous les autres, j'ai trouvé ça génial. Alors ça, mais c'est pas des influences vraiment, c'est des goûts personnels, ça. Des goûts personnels. Kubrick, c'est grand quand même. Hein. C'est grand. Ah ouais. Voilà, en gros les choses.
Parce que moi, j'étais producteur de mes films. Et un jour, quand j'ai terminé de faire des films d'amour explicites, parce que pour des raisons, d'abord parce que je voulais faire autre chose, donc j'ai fait des films soft. Et un jour, je suis à Cannes et j'étais associé à Wilfred Dodd, qui était un type qui avait 25 ans de plus que moi, qui était un ancien vendeur étranger, donc il connaissait le monde entier. Et j'ai appris beaucoup de choses avec lui sur la vente à l'étranger. Et donc, mais on a monté une boîte qui s'appelle Gold Productions. Et un jour, on est à Cannes. Il me présente Harry. Et Harry me dit, mais Kiko, tout son anglais, j'ai vu vos films et tout. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et c'est un petit monsieur, avec les cheveux tout blancs, très... j'ai un film pour Playboy Channel qui s'appelle Frank and I, qui est sorti, c'est Lady Libertine en fait, qui est sorti en France. Est-ce que vous voulez le faire et le produire? Alors oui, on l'a produit, mais on avait une traite. Imagine-toi, parce qu'on avait un peu plus de moyens que sur les films d'amour, hein, parce que j'ai dû tourner en 2 semaines, je crois. On avait une traite de 350 000 $, je crois, un truc comme ça, de Playboy, payable à la livraison du négatif. Ce qui veut dire qu'il fallait avancer tous les frais pendant la production. On l'a fait, et c'était un film qui se passait à Lady Libertine, fin 19e en Angleterre, et je l'ai tourné à Louviers, repérage, machin, tout en anglais, avec Sophie Favier en anglais. Oh. Elle est une fille sympa, très sympa. À l'époque, elle était très sympa. Après, elle m'a fait la gueule, j'ai jamais compris pourquoi, mais même pendant tout le film, très sympa. Et puis, j'ai pris un type qui a fait un seul film, un mannequin anglais, Chris Pearson, qui était génial, que j'ai présenté à Harry. Et Harry, c'était un producteur lui, pas de bureau. Ses bureaux, c'était les avions. C'est-à-dire, il était branché avec Canon. Et Harry, il était producteur exécutif de 3 films en même temps. Et il écrivait. Et moi, j'ai pris l'avion avec lui pour aller à Budapest ou en Afrique du Sud ou machin et tout. Il écrivait les scénars et tout. Et il était incroyable. Il pouvait avoir 3 films en même temps. Et il se déplaçait il venait toujours sur le tournage. 1 journée, 2 jours, toujours. Il venait toujours sur le tournage. C'était incroyable. Et il avait déjà une 60aine d'années. Un jour, je tournais avec Oliver Reed, Dragonard. C'était en Afrique du Sud. Là, j'ai eu des moyens. Là, j'ai eu des sacrés moyens. Hein. J'avais quand même... on tournait 4 semaines. J'avais une grue de 30 mètres. J'avais Oliver Reed, Eartha Kitt. J'avais 80 techniciens. Tous qui parlaient l'anglais. Hein. J'avais juste mon chef opérateur cadreur, Gérard Loubeau, français, et mon premier assistant, Dominique Combe. C'est tout. Tout le reste, on était les 3 Froggy. Mais j'ai appliqué ce que j'avais appris dans mes films. Et Harry, il passait. Et il était avec moi, il s'est bien comporté parce que moi j'ai toujours fini les films en temps, en heure, et avec le métrage. Jamais de dépassement. J'ai jamais eu de dépassement sur mes films. Donc il était ravi, donc il m'en a redonné d'autres. Mais je te dis, il produisait 3 films en même temps. Alors il passait sur les films pour voir comment ça se passait. Et un jour en Afrique du Sud, il s'est pris une insolation. Il était là, en plein soleil et tout. Il avait 60 ans au moins. Et il est tombé, carrément. Il était sur un mur, il est tombé. Il a pris une insolation. Et dans les avions. Il y avait sa femme, Maria Towers, qui était une ancienne comédienne italienne, qui était au Canada. Mais lui, c'est qui tenait le bureau. Voilà. Mais lui, il était toujours en balade. Toujours. À un moment, je me suis dit, mais il fait partie des services secrets, c'est pas possible. Il était partout. Et alors lui, comme producteur, on n'en fait plus des comme ça. Hein. Ah non, parce qu'il s'impliquait complètement. C'était ce qui me plaisait, il était comme nous, le cinéma était rentré en lui, et pour diverses raisons que je n'ai pas expliquées, mais qui
qu'il produisait, il aimait ça, il faisait des rencontres, il était baigné dans le cinéma. Donc il ne pouvait pas faire autre chose. Et il était hors de question pour lui de s'arrêter pendant 1 mois ou 2 mois. C'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'était un personnage... mais il m'a fait un plan. Il était anglais d'abord, Harry, Mr. Hat, Harry Alan Tower, on l'appelait Mr. Hat. Et j'ai bossé 3-4 ans avec lui, 3 ans au moins. Ouais, je sais plus. Pendant 2 ans, il ne me parlait qu'en anglais. Qu'en anglais. Et moi, mon anglais, bon, était... like I speak in English like a friend, like Maurice Chevalier. Mais ils adorent ça. Et un jour, il m'appelle, au bout de 2 ans. Il me dit « Hello, Kiko », j'étais sur un tournage, « Oui, voilà, j'ai une idée, j'ai une proposition, faire un film, Dr. Jekyll, Mr. Hyde avec Tony Perkins, ça t'intéresse ?» Attends, il me parlait en français. Il était malin, c'est-à-dire il ne m'a jamais parlé en français. Comme ça, quand il était avec nous, les Français, il pouvait comprendre ce qu'on disait, voir si on disait des conneries ou pas. J'imagine, parce qu'il m'a... Et bon, il ne parlait pas couramment, mais il m'a parlé. Et c'est comme ça qu'il m'a amené Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Edge of Sanity, au bord de la folie. J'ai même fait un commissaire Moulin pour la télé. Match nul. Mais il m'avait tellement fait chier, l'équipe, que le producteur, j'ai dit non, j'ai pas voulu en refaire. Le producteur m'a dit, il m'a appelé, il m'a dit Gérard, j'ai dit non. Il a mis à pied le chef opérateur, je crois, et l'ingénieur du son pendant 1 semaine, parce que je m'étais plaint, parce que c'était un truc, à un moment, il tire, boum, pour faire sauter une serrure de nuit, tu vois. Je dis, ben, on va faire un plan sur le revolver, puis un plan sur la serrure qui saute. Le mec, il me dit, ah ben non, parce que c'est instantané, donc tu peux pas... ou tu prends les deux en même temps, ou... je dis, non, mais attends, les Indiens, quand ils tirent une flèche, tu vois, où il me disait, le chef, pourquoi tu mets ta caméra là? Enfin, il y a des trucs, il demandait. L'ingénieur du son extérieur, il faisait couper. Parce que, sortie d'école, ça faisait sur une scène difficile. J'ai dit, écoute, ici, il n'y en a qu'un qui peut dire couper, c'est moi. Hein. Maintenant, après, si ça ne va pas, on fera une post-synchro, justement. Oh la vache, l'équipe, elle était... Mais ils avaient l'habitude de tourner ensemble, enfin bref, c'était... Et puis ils ont dit Jicoïne, film de cul, machin... Donc j'ai refusé après. Voilà. À la vôtre. Avec Canon, j'ai pu faire... j'ai tourné avec Oliver Reed, Erfa Kitt, John Carradine, parce que en France, j'étais marqué comme une... mais à l'étranger, non. J'ai fait Edge of Sanity avec Perkins. Il n'y avait pas de souci. Alors, Oliver Reed, bon, avant de tourner, on me l'avait présenté. J'avais vu une fois. C'est un film d'époque et tout, ça se passait au XVIIIe siècle dans une île envahie par les Anglais, enfin bref, colonisée par les Anglais, c'était un Torquemada. Et il tournait 2 films en même temps, un le matin et un l'après-midi. Moi j'étais l'après-midi, lui le matin. Et le matin, pendant que je tournais d'autres scènes, sans lui, il y a un assistant qui vient, il me dit non, il a foutu son poing sur la gueule au réalisateur, parce qu'Oliver Reed, moi, l'après-midi, je le vois arriver avec ses bottes et tout. Hello, Kiko. Hello, monsieur Ridan, call me Oli. Ok. Et moi, j'avais mon découpage. Et ils étaient ravis parce que quand je faisais un plan, j'en faisais pas 14. Le ricain, qu'est-ce qu'il faisait? Le plan large. Allez, on fait le plan large. 3, 4, 5 fois. Bon, après, on fait le même plan, mais en plus serré, et ainsi de suite. Les comédiens, au bout de 30 prises, ils en ont marre. Là, moi, il a vu que les plans étaient écrits et que je faisais 4 prises du plan, gros plan, plan moyen. Il voyait. Et moi, c'était mieux, j'avais tellement appris. Tu sais, je vais te dire, avec les films d'amour, quand j'ai écrit, j'étais pas du tout. Je me suis dit, on verra. Mais j'étais pas. J'étais tellement heureux. Attends, même le cinéma, il était en moi. J'étais tellement content.
Quand t'as Ersaki, t'as Oliver Reed, Herbert Lom, des mecs comme ça et tout. Qu'est-ce que tu fais? Avec Robert Vaughn, bon, des trucs comme ça. Lui, avec Tony Perkins, je l'ai vu à... Tony Perkins, on me l'a présenté, je vais aller à Los Angeles pour le rencontrer. Au mois de janvier, il y a un film market là-bas. Et ben, Mr. Hat, Harry Alan Tower, il me dit, Gérard, on doit aller voir Tony, je vais te le présenter. On arrive en haut de Hollywood, la colline et tout. Sa maison à Perkins, il y avait des pilotis, tu vois, il sonne, jardin, je vois arriver Tony Perkins, et à ce moment-là, Harry me fait, bon, ok, je reviens dans 1 heure, je vous laisse tous les deux. Bonjour. Alors là, t'es là, mais tu vois, mais je veux dire, mais je dis, mais je suis avec Tony Perkins, c'est génial. Toi, j'étais pour la... Moi, je savais ce que je faisais, le film, je savais ce que je voulais faire. Mais il fallait qu'on parle ensemble, par exemple, de... Donc, il m'emmène dans sa cuisine, grande table de 6-7 mètres de long, épaisse comme ça, javelisée, tu vois, et tout, brute, et le couteau de Psychose au milieu. J'ai le plan qu'il me fait, celui-là. Il va à un bout de la table, moi à l'autre, on parle du film pendant 1/2 heure, très sympa, parce que comme il avait tourné en France, il parlait le français, Tony. Avec accent, mais il parlait le français, donc on parle et tout. Je lui explique les changements que je voulais, parce que dans le film original, il mourait. Moi, le mal ne meurt pas, à notre époque, il a été d'accord. La façon dont il prend sa drogue, machin. On est tombé d'accord sur les trucs. Puis à la fin, il me dit, mais Kiko, parce qu'il m'appelait Kiko, mais pourquoi tu veux faire ce film-là? Et je me dis, je vais pas lui dire parce que c'est toi, parce que c'est ci, c'est ça. Alors je me suis levé, parce qu'il y avait le couteau de Psychose. J'ai glissé le couteau jusqu'à devant lui, il me regardait comme ça. Et je dis, parce que je suis venu libérer Norman Bates. Il a éclaté de rire, et depuis ce temps-là, on était devenus... Il m'appelait My Dad. Moi, je l'appelais My Diamond. Parce qu'il était génial. Il était génial dans les lumières, tout. C'est des virtuoses, ces mecs-là. Alors, à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire, ça fonctionne. Voilà.